Monde numérique. Jérôme Colombin à Paris, salut. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de vous retrouver, mon cher, même si on est à distance. L'important, c'est de voir que vous portez bien. Oui, mais comme toi, je suis revenu en étant un peu malade. On revient toujours un peu malade du CES de Las Vegas. Oui, mais là, il y a des gens qui vont dire, oui, ben, vous êtes malade à l'année longue de la techno, là, ça, c'est rien de nouveau. Bon, dis-moi Bruno, cette semaine, c'est encore les réseaux sociaux qui font la une, là. Il y a évidemment cette révolution Mark Zuckerberg. J'ai l'impression qu'il est en train de se taper fort la crise de la quarantaine. Et puis, il y a aussi toute cette histoire de TikTok, le fait que ça soit... En tout cas, on est dans un scénario de bannissement aux États-Unis, mais parallèlement, il y a comme un mouvement des plaques tectoniques de réseaux sociaux et c'est assez intéressant à regarder là. Alors d'abord, Jérôme, si je te lançais sur la crise de la quarantaine de Mark Zuckerberg, comment tu es en train de voir ça, toi? C'est amusant que tu le présentes comme ça et je pense que c'est assez pertinent parce qu'effectivement, on sent qu'il y a des raisons quasi personnelles, quoi. Ce garçon maintenant fait du sport de combat, du MMA et on a l'impression qu'il veut faire du management MMA dans son entreprise. Il veut remettre plus de masculinité. Voilà. Est-ce que c'est simplement une posture vis-à-vis du nouveau président élu pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, ou bien effectivement, est-ce que ça va avec son look, son changement de... Je sais pas qui sert quoi. Est-ce que c'est vraiment lui une évolution, une maturité, enfin un changement de mentalité? Ça va aussi avec son changement de look. Et Oui, voilà, mais non, c'est ça. Il a les cheveux plus longs, Et c'est pour ça que frisés. moi, je parle de la crise de la quarantaine, parce que Ouais. c'est pas qu'une chose. Il est pas en train de faire un changement de management. Là. C'est gros là, comme changement, ce qui est en train de se passer dans sa vie en général. Ouais. C'est personnel. Oui, mais même... est-ce que c'est le management qui s'en ressent, qui est la conséquence de cette crise de la quarantaine, ou bien est-ce qu'il met son image au service de sa nouvelle communication et de sa nouvelle vision du management? Non, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a un changement qui est en train de s'opérer chez lui. C'est la crise d'adolescence qu'il n'a pas pu vivre parce c'était un power geek et donc il était trop dans ses projets. Et là, il a de la quarantaine, il a les moyens de ses ambitions, de ses passions. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais si j'étais sa femme, je me trouverais des bons avocats parce que la prochaine chose qu'on va apprendre, c'est qu'il est en train de changer de quelqu'un. Non, mais il est vraiment en train de changer sa vie, là. Et on sent que ce bonhomme-là est en train de se chercher. Puis dans ses opérations professionnelles, c'est la même chose. Moi, j'ai vraiment hâte de voir où ça va finir son histoire. Oui, mais ça veut dire, d'après toi, qu'il y a que lui qui décide en grand Manitou et que personne d'autre... Enfin, je veux dire, il a une entreprise de je sais pas combien de milliers d'employés, il peut pas non plus tout à fait faire exactement ce qu'il veut. Ben, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Quand tu regardes que là, il est en train d'annoncer une coupe de 5% de l'effectif, c'est 3600 personnes. Alors lui, il a décidé que les gens qui étaient incompétents dans leur emploi, puis quand même, il y a eu des coupes et des coupes, là. On n'est pas à les vieux de la veille qui travaillaient depuis les débuts de Facebook, qui sont plus là depuis longtemps, là. Donc, une nouvelle coupe de 5% où ceux qui sont les moins profitables pour l'entreprise vont être coupés. Puis du même souffle, on nous dit « Ouais, mais rassurez-vous, dans l'année, on va remplir ces postes-là encore. On va faire une série de nouvelles embauches. » Je trouve ça assez malaisant. Il a un style, puis je comprends qu'il y a un alignement avec la Maison-Blanche, avec la nouvelle administration, mais il a un style très cavalier. Et puis, c'est vraiment, c'est ça, c'est du management MMA, quoi. Ouais. Il y avait eu le lavabo d'Elon Musk quand il est arrivé chez Twitter, et là, c'est la chaîne en or et les gants de boxe de Mark Zuckerberg. Après, sur les licenciements, il y en a déjà eu, Bruno, rappelle-toi, il y a eu des vagues. Voilà, et ça fait partie. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on ajuste le tir aux États-Unis, sans état d'âme. Après, il faut pas oublier que quasi 99% des gens qui sont licenciés. Alors, c'est violent quand ça t'arrive parce que c'est humainement c'est difficile, mais économiquement tu te recases très très vite, surtout dans ce secteur-là. On le sait. Et Meta a déjà, moi je connais quelqu'un qui travaillait chez Meta aux États-Unis, qui avait fait l'objet d'une charrette. Il avait été licencié et il a été réembauché je sais plus, 6 mois ou 1 an plus tard. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est des trucs qui sont difficilement envisageables.
en tout cas en France, et je sais pas comment. Ouais, mais tu vois, mais dans le cas de la personne que tu connais, bon, puis j'ai une bonne pensée pour elle. C'est un ingénieur, hein? parce que ça a été un mauvais moment pour passer. Et moi, je pense aux 5% qui est délesté, là. On marque l'année 2025 en disant les gens qu'on déleste là, ce sont des gens que nous, on voit comme incompétents dans leur emploi. Ah oui, ils sont pas assez au fer rouge. Ben oui, imagine, quand tu regardes, OK, en quelle année vous avez quitté Facebook? 2025. Ah ouais, OK. On passe ah ouais, vous étiez dans les mauvais. Ben oui. Non, je crois pas. Franchement, je crois pas, parce que déjà, quand tu as Meta sur ton CV, ça fait toujours bien, hein. Et peut-être que dans les quelques mois qui viennent, etc., ça peut jouer des tours, mais franchement, il y a une telle fluidité du marché du travail dans ce secteur, surtout aux États-Unis. Fais confiance aux gens des RH. Ils se souviendront en 2025, Facebook. Ouais. Mais donc, c'est intéressant de voir le changement qui est en train de s'opérer autant chez Mark Zuckerberg que dans le géant Meta, parce qu'ils sont en train... Puis, ce que ça fait aussi... Puis ça, faut aussi le mentionner, c'est que avec ces prises de position de Mark Zuckerberg, c'est en train aussi de rendre moins sympathique la plateforme que sont Facebook, mais aussi Instagram. WhatsApp, c'est un petit peu moins touché dans l'image publique. Mais tu sais, quand il est en train de dire que il retire tout ce qui est programme de modération, de fact-checking, de parité, non, c'est pas ça que je voulais dire. De diversité. Ah oui. Parce que ça, c'est un autre truc sur lequel il a décidé de taper. Oui, là. Mais ça, ouais. Mais ça, c'est les programmes évidemment pour s'aligner sur la Maison-Blanche. Mais ça, quand il y a eu une forte réaction à l'intérieur de Meta, il y a des gens qui ont quitté leur emploi parce que ils ont dit, si on n'est plus protégé, si nos communautés ne sont plus protégées, même au sein des propos qui se font sur les plateformes, là, tu as commencé à voir l'exode. Et j'ai l'impression que le 20 janvier prochain, ça sera plus seulement on quitte X, c'est que probablement qu'il y a des gens qui vont quitter aussi Facebook. Et ça, je pense notamment à tous ces groupes d'associations qui ont utilisé Facebook pour permettre à des communautés de gens qui font partie de la diversité de garder le contact, de garder le lien. Ils vont aller où, ces gens-là? Maintenant que c'est plus une safe zone pour eux, ça, j'avoue que je trouve ça un peu... ouais, moi, je crois que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les entreprises américaines sous l'ère Trump. C'est vraiment la réaction aux années précédentes, à l'administration Biden, où il y a eu où les droits des communautés, des minorités ont énormément progressé, c'est vrai, mais où on a poussé le bouchon tellement loin, où ce progressisme qui a viré, qui s'appelait, qui était dans certains cas du wokisme, est allé tellement loin que je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol et donc il y a un effet de balancier. On était exagéré d'un côté et ça va s'exagérer de l'autre. Il y avait des choses qui étaient très surprenantes dans les entreprises américaines et là encore, moi, c'est des choses qu'on m'a racontées là-bas. Tu avais des espèces de commissaires politiques qui assistaient aux réunions et qui expliquaient aux uns et aux autres ce qu'il fallait dire, qu'il fallait pas remercier, il fallait pas féliciter une femme enceinte en lui demandant si elle attendait un garçon ou une fille parce que le genre n'avait pas été assigné avant la naissance. Mais ça a traumatisé des dirigeants d'entreprise aux États-Unis. Derrière, il y a eu une exploitation de ces choses-là avec des procès abusifs. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un progressisme certain et on a fait avancer les droits de beaucoup de gens, mais il y a certainement eu de l'exagération et là, ils vont se prendre le balancier en retour en pleine figure. Mais c'est sociologique, c'est politique, c'est pour l'instant très américain. Ouais. Alors voilà, ça c'est pour le premier sujet. Merci, tu m'as gâté. Le deuxième, et bon, on reste toujours dans le domaine des réseaux sociaux, c'est TikTok. On est dans au moment où on se parle, on ne sait pas encore ce qu'en est advenu officiellement, mais bon, le coup près tombe le 19 janvier. Officiellement, du côté du gouvernement américain pour le moment, quand on se parle, ça semble pas vouloir bouger.
De l'autre côté, TikTok a annoncé qu'ils allaient fermer leur serveur aux États-Unis le 19 janvier. Puis ça arrêtait là pour les Américains. Mais ce qui est intéressant de voir parallèlement, c'est de voir la réaction des usagers de TikTok, qui là, c'est un peu... on est minuit moins 5, c'est le cas de le dire. Et là, tout le monde regarde, mais où je m'en vais, moi, avec mon monde? Et ce qu'on voit, c'est parce que bon, il y a des poules sans tête qui vont n'importe où on leur dit d'où aller, mais il y en a d'autres qui se disent ben pourquoi pas en profiter pour faire un pied de nez à nos dirigeants et de retourner sur un réseau social chinois. Sur un réseau chinois, incroyable. Ouais. Alors d'où le succès de cette application qui s'appelle Xiao Hongshu, hein? C'est tellement beau là, c'est ton mandarin comme ça? Oui, absolument. Je parle mandarin couramment. Ouais. Moi, je l'appelle Red Note. Ça s'appelle casser Red la gueule, Note en anglais. Ouais. Ça veut dire petit livre rouge aussi, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, Mao est pas tellement loin. Mais je savais même pas que ça existait. Personne connaissait cette application qui apparemment est accessible, en tout cas aux États-Unis, sur les stores des smartphones. Il est accessible au Canada aussi. Mais quand tu quand tu télécharges l'application, évidemment, tu me connais, je suis curieux. Je l'ai téléchargé et il y a une base, il y a une filigrane d'informations qui est disponible en anglais, mais le reste est en mandarin. Sinon, c'est en chinois. Oui, c'est ça. Et puis, comment ils font, les gens, alors? Ben, tu vas au pif parce que l'ergonomie est pas L'ergonomie ressemble à TikTok? Ouais. À une application où tu développes du contenu. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont accepter des trucs qu'ils devraient peut-être pas accepter. Non, mais t'as raison, c'est une sorte de pied de nez, en effet. Et ils se baptisent les réfugiés de TikTok, hein, c'est ça? Ouais. Les pauvres réfugiés de TikTok. Et pourquoi aller sur un autre réseau chinois et pas plutôt sur Threads ou je ne sais où? On est vraiment rendu à une époque assez particulière. Hein? Ouais. Quand tu dis que tu as des milliers d'Américains qui voient leur salut dans un produit chinois pour se réfugier des politiques américaines, alors que tu as Donald Trump qui est à la tête des États-Unis. C'est fou. C'est vrai, c'est une espèce de paradoxe. Comme quoi, tu vois, on peut pas complètement enfermer les libertés individuelles. Hein. Quoi que tu fasses, ça prend toujours le dessus. Mais tu as raison, on est à minuit moins 5, puisqu'à l'heure où les auditeurs écoutent nos podcasts, l'interdiction devrait tomber donc ce dimanche, hein, dimanche 19 janvier. Moi, je parie que Trump va sauver le truc. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, c'est ce que hier soir, très tard, moi, je regardais le fil de presse et c'est ce qu'il évoquait, la possibilité. Il était très fort, souviens-toi, dans son premier mandat, et il écrivait souvent des décrets qu'il publiait le matin. Il avait réfléchi à ça pendant la nuit dans son lit, j'imagine. Et donc, lui, ce sur quoi il est en train de penser, c'est de publier un décret qui permettrait de donner entre 60 et 90 jours sur le respirateur de TikTok pour le temps d'arrêter. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait que rallonger le supplice. Oui, on repousse le problème. Oui. Puis, tu sais, c'est dans un scénario aussi où on parlait c'est Bloomberg qui a parti l'histoire en disant Elon Musk et les Chinois seraient en discussion pour que Musk rachète TikTok. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions de voir aussi Elon Musk être le patron de TikTok. Non, parce que alors là, Elon Musk, ça ferait encore plus. Parce qu'il y a lui aussi, hein, il y a quand même aussi, tu parles de plaques tectoniques, on aurait pu parler de X, parce qu'il s'est quand même passé plein de choses. Hein, et chez nous, ici en Europe, je peux te dire que X est un gros sujet. Là, Elon Musk, c'est la bête à abattre. On a Thierry Breton, le chantre de la réglementation européenne, qui se répand sur les plateaux de télé en expliquant que non, la folie muskienne ne passera pas et que la loi s'appliquera. Il y a une espèce de peur panique, carrément. Alors en plus, le grand jeu, c'est mais moi ça suffit, je claque la porte, je me retire, je quitte X. Et puis en fait, tu reviens quelques jours après et des gens qui avaient annoncé avec tambour et trompette qui quittaient X, en fait, ils sont toujours là pour voir si quand même il se passe pas quelque chose. Et bon, voilà. Il y a des postures, il y a certains responsables politiques qui ont pris la posture de dire qu'ils quittaient X. Bon, voilà, ce qui est un peu paradoxal parce que du coup, ils vont alimenter ce qu'ils reprochent, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera qu'une certaine catégorie et une certaine couleur politique, etc. Mais ce qui est intéressant, et si on prend encore un peu plus de recul, c'est que déjà cette affaire devient politique beaucoup plus que technique, et elle met sur le tapis la notion de liberté d'expression, et c'est super intéressant parce qu'en fait on est au cœur du problème, c'est que la liberté d'expression vue du côté du continent américain chez toi là-bas
ou du côté européen, c'est deux choses complètement différentes. On le sait, on a déjà répété. C'est vraiment deux visions qui s'affrontent, là. C'est deux visions qui s'affrontent. Voilà, la liberté d'expression, elle est totale aux États-Unis, défendue et protégée par le premier amendement. En France, elle existe et Dieu sait qu'on est à cheval sur nos libertés individuelles, mais elle est encadrée, la liberté d'expression. Elle ne doit pas déraper, elle ne doit pas aller vers certaines notions extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de se proclamer néo-nazi et d'insulter tout le monde. Voilà. Donc c'est quand même super intéressant et on peut se demander vraiment s'il y a une possibilité de vivre ensemble dans un espace numérique global alors qu'on a des visions du monde complètement différentes, quoi. Jérôme, j'ai l'impression qu'on pourrait poursuivre la discussion pendant encore 45 minutes facile. Hein? Ah oui, ouais. Ça peut durer des heures. Donc on va s'arrêter là peut-être. Oui. Et puis moi, je vais te demander de quoi tu parles cette semaine dans Mon Numérique. Oui, cette semaine, dans Monde Numérique, je parle, écoute, de ce qui nous attend en 2025 avec un prospectiviste, Michel Lévy-Provençal, qui est aussi l'organisateur des conférences TED à Paris, qui me livre un peu sa vision alors de l'évolution de l'intelligence artificielle. On attend la fameuse IA générale. Est-ce qu'elle arrivera en 2025? Et puis surtout, les questions qui nous préoccupent ici, nous en Europe, c'est les questions de souveraineté. Comment arriver à être à garder, à rester à conserver une place dans la course au numérique, une place économique, tout en préservant notre souveraineté. Et il a établi des scénarios de science-fiction, donc il me raconte. Et puis je parle également de cybercriminalité avec un partenaire, Kaspersky, et on évoque les ravages de l'intelligence artificielle en matière de cybercriminalité. Je reprends la balle au bon et je te dirais que de mon côté, dans mon carnet, je propose un grand panel qui va s'intéresser cette semaine à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte post-secondaire, donc dans le contexte éducatif, et donc comment on encadre ça, cette utilisation. C'est plus gai que dans la cybercriminalité chez vous. Oui, c'est ça. Moi, je me suis dit qu'on allait finir sur une bonne note, ce serait mieux. Voilà. Super. Jérôme, je te remercie d'être passé comme ça me visiter. Heureux d'avoir été chez toi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Pareillement, j'étais ravi de t'accueillir et de te faire ce coucou transatlantique. Et on se dit à la semaine prochaine. Bruno, salut.